Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News. Le monde connaît depuis quelque temps de grands bouleversements qui nécessitent une pause. La rapidité avec laquelle des événements évoluent nous empêche souvent de faire le point et de comprendre la situation. C'est une lecture avec du recul que nous vous proposons ce soir pour tenter modestement de comprendre le monde qui nous entoure et déchiffrer l'espace de 25 minutes les codes qui le régissent. Quel décryptage de la guerre en Ukraine et les ondes de choc vécues dans le monde entier, que peut-on en faire? C'est ce que nous allons voir de suite et dans un instant. Alors pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir en exclusivité ce soir Éric Dénessé, docteur en sciences politiques, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement CF2R. Monsieur Éric Dénessé, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de votre invitation. Je suis très honoré d'être là ce soir. L'honneur est pour nous. Éric Dénessé, je rappelle, vous êtes directeur donc, du Centre français de recherche sur le renseignement, un think tank privé que vous avez fondé vous-même en 2000. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, il faut le signaler, consacrés au renseignement et aux opérations spéciales dans la nouvelle guerre secrète en 2021, service secret qui est apparu donc en 2008, et la géopolitique du défi de l'islamisme. Alors, qui est apparu donc en 2022. Monsieur Éric Dénessé, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le monde est-il devenu fou, pour ne pas faire de plagiat? La guerre en Ukraine, est-ce que c'est un incontournable ou un prétexte? Oh, c'est un peu les deux. Vous avez raison d'utiliser ces deux mots. C'est d'abord un prétexte, puisque indéniablement, et n'en déplaise aux médias et aux politiques mainstream occidentaux, nous avons malgré tout affaire à une guerre qui a été provoquée par les Américains. Donc la Russie a bien sûr mené une offensive contre son voisin, mais celle-ci a été faite pour répondre à des provocations qui se multipliaient depuis 2014. Et c'est un incontournable parce que c'est aujourd'hui le cœur de la géostratégie mondiale. Il va le rester peut-être encore pendant 1 an, 2 ans, mais d'autres foyers et d'autres enjeux se manifestent bien sûr partout dans le monde, en Extrême-Orient et en Afrique en particulier. Alors, la guerre en Ukraine a généré d'autres tensions dans le monde qui peut-être étaient dormantes, mais après la guerre en Ukraine, on commençait à les sentir de plus en plus. Et je parle bien sûr de la crise en Taïwan, par exemple. Oui, alors en même temps, cette crise est ancienne et aujourd'hui, bien sûr, on voit à la fois les Chinois qui essaient d'en profiter pour asseoir à la fois leurs revendications, enfin qui est en tout cas reconnue par tous les pays occidentaux sur l'île, mais aussi pour faire des tests vis-à-vis des États-Unis, et puis les États-Unis qui eux-mêmes ne veulent pas céder d'un pouce et donc sont prêts à rentrer dans une situation de confrontation avec la Chine. Je ne pense pas heureusement qu'on n'arrivera pas à ça, en tout cas dans les mois qui viennent. Oui, justement. Vers quoi s'achemine, selon vous, le monde et quel futur attend l'humanité à l'ombre de cette guerre en Ukraine? Alors, c'est difficile de prévoir l'avenir et le renseignement n'est pas l'astrologie. Mais en tout cas, parmi les paramètres que l'on peut voir aujourd'hui, je dirais que la première puissance mondiale est aujourd'hui l'acteur le plus déstabilisateur sur l'échiquier international. Je parle des États-Unis et notamment les débats intérieurs de la politique américaine sont le facteur numéro 1 qui pousse les dirigeants américains à prendre des choix de politique étrangère. Or, on voit bien en ce moment que les débats sur la dette qui ont eu lieu, la volonté du Pentagone de se réarmer totalement pour faire face à un éventuel conflit avec la Chine a largement orienté la politique américaine ces dernières années. Et donc, il importe d'étudier de manière extrêmement précise ce qui se passe aux États-Unis, au Congrès, entre les différents centres de pouvoir américains, que ce soit la CIA, le Pentagone, bien sûr la Banque centrale américaine qui joue sur les taux. Tout ça a un impact direct sur la vie politique intérieure américaine et donc sur la vie internationale. Et la guerre en Ukraine est également une conséquence directe de ces difficultés internes que connaissaient ces centres de pouvoir américains qui avaient besoin d'un ennemi, d'une crise extérieure pour débloquer leur situation aux États-Unis. Est-ce que selon vous, donc, M. Éric Dénessé, finalement, le déclenchement de cette guerre en Ukraine a sauvé, entre guillemets, on va le dire, si vous voulez, la crise qui était presque imminente aux États-Unis?
Oui, elle a joué en tout Je cas. parle du dollar également. Voilà, tout à fait. On voit bien que depuis plusieurs années, ces crises sont à répétition. Fin 2021, avant le déclenchement de la crise ukrainienne, on voyait les difficultés budgétaires du président Biden qui ne se voyait accorder finalement que des petits engagements de dépenses pour quelques mois, voire pour quelques semaines. Et tout ça est un facteur de blocage essentiel aux États-Unis parce que si le Pentagone ne peut pas faire des engagements de dépenses sur le long terme, eh bien l'armée américaine ne peut pas se réformer. Donc il y avait une vraie volonté, un vrai besoin qu'une tension internationale, qu'une crise internationale explose, et elle a permis au Pentagone d'écouler tous ses stocks d'armes qui lui ont servi dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et qui ne lui serviront pas vis-à-vis de la Chine. Et le budget qui va a priori enfin être voté va lui permettre de se rééquiper pour une guerre de haute intensité contre la Chine. Mais ça veut dire que la crise avec l'Ukraine et la guerre contre la Russie n'a finalement été qu'un prétexte. Et justement, est-ce que la guerre en Ukraine, finalement, n'aura pas évité un affrontement direct, ce qui aurait pu l'être, peut-être entre la Chine et les États-Unis, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit quelque part ? Non, vous avez raison de poser la question, mais je ne pense pas que nous serions parvenus à une crise dans le détroit de Taïwan. D'abord parce que les Américains n'étaient pas prêts, et donc ils ont intérêt à se réarmer, à se repréparer face à la puissance montante chinoise. Les Chinois, c'est vrai que c'est un peu surprenant, font beaucoup d'étalage de force, ce qui n'est pas dans leur tradition stratégique, mais ça a aussi valeur de test. Et les Chinois savent que de toute façon, ils parviendront un jour ou l'autre à remettre la main sur Taïwan. Il faut rappeler que tous les pays occidentaux, y compris la France du général de Gaulle en 1964, ont reconnu l'appartenance de Taïwan à la Chine. Donc c'est plus une question de temps. C'est vrai que c'est un peu surprenant de voir ces tests de puissance qu'effectue Pékin, mais je dirais les risques de dérapage avec Taïwan me semblent moins importants de toute façon qu'avec ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en ce moment. Alors, peut-on dire que désormais, le monde ne sera plus celui qu'on a connu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, plus bien sûr la crise de la pandémie ? Oui, bien sûr, on sort finalement d'une période de 30 ans entre la fin de la guerre froide et le conflit en Ukraine, où l'ordre international finalement cherchait une forme de logique d'équilibre, et ça a été notamment aussi la période d'émergence du terrorisme, parce que les conflits majeurs ne permettaient pas de réguler, en tout cas certains aspects des relations internationales. Avec cette nouvelle guerre froide, si on peut employer ce terme, entre l'Ouest et l'Est, oui. Avec le basculement géopolitique du monde, parce que c'est aujourd'hui aussi une crise majeure des pays occidentaux, notamment des pays européens, qui ne sont incapables de tenir tête aux États-Unis. Et on pourrait presque dire que cette guerre contre l'Ukraine, pour les Américains, est aussi une guerre contre l'Europe, puisque l'Europe va sortir encore plus affaiblie de ce conflit auquel finalement elle ne participe que marginalement. Et donc il y a un vrai basculement du monde, et on voit notamment bien sûr avec les BRICS, mais un grand nombre de pays africains et du Proche-Orient aujourd'hui ont pris des positions très claires. Ils ne veulent pas être associés à la politique que mènent les Américaines contre les Russes. Donc on voit vraiment un rééquilibrage majeur des relations internationales avec finalement un seul État qui s'accroche à essayer de maintenir son hégémonie. Bien sûr, c'est Washington. Oui, alors juste avant d'aller justement vers cette histoire de bloc qui se constitue justement pour plus ou moins faire un certain équilibre entre les deux pôles, pourquoi l'Europe aujourd'hui semble ou donne cette image d'un bloc qui suit complètement, qui fait du suivisme donc aux États-Unis, à l'Amérique, alors que les plus grandes répercussions des sanctions contre la Russie, c'est l'Europe qui en pâtit le plus? Oui, il y a trois raisons principales. La première est ancienne, c'est-à-dire qu'à part la France et la Grande-Bretagne, depuis très longtemps, l'essentiel des pays européens ont confié leur défense aux États-Unis, engagent très peu de dépenses pour assurer le renouvellement de leurs forces armées. Et finalement, l'OTAN a toujours assuré la défense de ces pays-là. Seule la France et la Grande-Bretagne avaient un peu les moyens de faire autre chose. Le deuxième élément, c'est la médiocrité des élites européennes aujourd'hui, quel que soit le pays, en France en particulier, en Allemagne, en Italie, y compris depuis l'élection de Mélanie, et je ne parle pas des autres, nous ne pouvons pas dire que nous avons des chefs d'État qui brillent par leur talent, ils sont donc globalement tous plus mauvais que les générations qui ont précédé. Puis le troisième élément qui est malheureusement beaucoup plus problématique, c'est que les Américains
par des raisons économiques, tiennent une grande partie de l'économie européenne. Et aujourd'hui, un État courageux qui voudrait s'affranchir de cette influence américaine devrait payer le prix fort et devrait faire probablement face à des influences extrêmement agressives de la part de Washington. Donc ça oblige tout le monde à rester dans le rang et ça explique cette servitude finalement et cette vassalisation de l'Europe sous l'influence des Américains. Allons-nous vers la naissance ou la création, selon vous, de blocs économiques dans l'avenir très proche, comme par exemple le BRIC? Et on voit le BRIC qui se renforce avec des demandes d'adhésion. Apparemment, il y a un grand engouement, justement, pour certains pays dits du tiers-monde, pour le BRICS, et pas seulement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, on va aller justement pour l'apparition, la naissance de nouveaux blocs économiques? Écoutez, en tout cas, ça en prend la direction. On voit bien que la mondialisation est en train d'arriver à son terme, ou en tout cas à une étape dans laquelle elle va se voir ralentie et ses effets vont probablement être atténués. Toutes les initiatives qui sont prises avec Moscou, la Chine, l'Inde et bien sûr tous les autres États, l'Afrique du Sud, le Brésil, mais également beaucoup d'États africains, sont de très bonnes initiatives parce que ça veut dire qu'on va rentrer dans une ère de multipolarité. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que cette ère de multipolarité va finalement finir par s'imposer, ou est-ce qu'au contraire on va être un peu entre les deux avec deux blocs d'un côté et puis malgré tout des tentatives de multipolarité et de contact entre ces deux blocs. Pour moi c'est un petit peu tôt pour le déterminer. Pour se prononcer. Alors, quel avenir dans ce bouleversement, si vous voulez, qu'on est en train de voir aujourd'hui, quel avenir pour l'hémisphère sud? Car on sait très bien que si les pays européens qui étaient censés être des puissances, aujourd'hui sont en train de subir ces répercussions de manière très dure. Alors, que dire de cet hémisphère sud? Écoutez, je pense que le vent de l'histoire tourne. L'Occident qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles est en train de voir son influence reculer. Donc, il est tout à fait légitime et normal que des aspirations, je dirais, de prise en main de leur destinée se fassent dans beaucoup de pays du Sud et d'Afrique. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire qu'il faut quand même que les moyens de développement économique soient mis en place et qu'on arrête dans beaucoup de ces pays les gaspillages qui ont été observés. Et puis, je dirais aussi une prise en main sécuritaire. J'écoutais votre journal tout à l'heure. Oui. Ce qui se passe en République démocratique du Congo et ce que fait le président Tshisekedi, il y a là des enjeux majeurs pour ce très grand pays d'Afrique centrale dont le développement pourrait finalement impacter sur les 8 ou 9 pays voisins. Donc il y a beaucoup d'enjeux importants et je crois qu'il faut regarder de très près tous les axes de collaboration sud-sud parce qu'ils peuvent s'affranchir de manière très claire de la coopération classique et je dirais verticale qui était celle des relations nord-sud et qu'on est en train de voir ce nouveau monde émerger avec bien sûr il y aura des résultats positifs. Tout ne sera pas facile, mais c'est très intéressant à étudier et il faut le surveiller de très près. Alors, parlons de ces sanctions, justement. À chaque fois qu'il y a une réunion du G7, il y a un paquet de sanctions contre la Russie. Alors, le temps où l'Europe multiplie ses sanctions contre la Russie, qui finalement se retournent par la suite sur leur propre économie, n'est-il pas aujourd'hui peut-être temps d'envisager une autre forme, justement, d'échange avec la Russie ? Et bien évidemment, seulement je ne vois personne, bien sûr, pas à Washington, pas non plus à Kiev, où le gouvernement de Zelensky est très jusqu'au-boutiste, et évidemment personne en Europe aller dans cette direction. Les raisons pour l'instant d'espérer une sortie de crise sont très minces, mais d'une certaine manière, je dirais que d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie ne souffrent pas tant que ça et donc n'ont pas un intérêt immédiat à mettre un terme rapide à ce conflit, alors ce qui est à la fois différent pour les Ukrainiens et différent pour les Européens, mais en tout cas l'initiative n'est pas dans les pays européens. Aujourd'hui, il y a eu une évolution majeure de l'axe occidental, ce n'est plus la France ou l'Allemagne qui sont les principaux partenaires de Washington sur le continent européen, c'est vraiment un axe entre Washington, Londres et la Pologne, avec ce qu'il peut y avoir de provocateur et d'excessif dans la politique polonaise à l'égard de la Russie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la Russie doit être exonérée pour ce qu'elle a fait. Oui.
Il faut seulement rappeler qu'il y a quand même depuis 2014 des provocations réelles, des mensonges réels de l'OTAN qui ont poussé finalement Vladimir Poutine dans ses retranchements et ils ne lui ont laissé guère d'autre choix qu'intervenir. D'autre part, je rappelle qu'il y a eu des massacres très nombreux sur les populations du Donbass dont la presse occidentale n'a quasiment jamais parlé. Oui. Et puis enfin, n'oublions pas le nombre de fois où les Américains, voire l'ensemble des Occidentaux, ont bafoué les lois internationales, notamment en 2003 lors de l'invasion illégale Oui. d'Irak, et la communauté internationale n'a bien sûr fait aucune sanction contre les Américains. Donc ce qui est assez exaspérant quand on essaie d'être objectif, comme nous espérons l'être avec mon équipe en Occident, c'est de voir que ce deux poids, deux mesures continue à nous décrédibiliser, nous Occidentaux encore plus, et finalement accroît ce fossé entre ce qu'on appelle le monde du Nord et le monde du Sud, parce que quand je voyage en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, je vois tous mes partenaires locaux me dire mais ce n'est pas sérieux, vous faites preuve d'une mauvaise foi scandaleuse, et ça, c'est très mauvais pour la réputation des Occidentaux, des Français et des Européens. Alors en ce moment, il y a quand même une médiation chinoise qui a été mise sur place pour tenter un petit peu de rapprocher les points de vue des uns et des autres entre l'Ukraine et la Russie. Seulement, est-ce que c'est pas un peu naïf de croire que les tentatives de médiation se font entre Kiev et la Russie? Est-ce que c'est pas plus simple de dire on va essayer de convaincre Washington et la Russie? C'est évidemment ce qu'il faut faire parce que les deux centres de décision sont là, c'est le Kremlin et la Maison-Blanche. La position des Chinois qui tentent de faire une négociation est intéressante, mais ils sont de toute façon considérés par les Occidentaux comme étant les alliés des Russes. Donc ça montre que leur démarche ne pourra pas nécessairement aller très loin. Ensuite, effectivement, ce n'est pas avec Kiev qu'il faut négocier. Alors bien sûr, il faut prendre un certain nombre de précautions diplomatiques, mais les décisions étant prises à Washington pour les Occidentaux, si demain les Américains décident de cesser ou de ralentir leur aide à l'Ukraine, ce ne sont pas les Européens qui la remplaceront et Kiev s'écroulera très rapidement. Donc ça veut dire qu'effectivement la négociation doit avoir lieu entre Poutine et Biden, mais pour l'instant nous avons très très peu de contacts entre les deux capitales, et donc ça veut dire que le conflit pour l'instant semble encore en voie de continuer au moins pendant plusieurs mois. Alors, on ne voit pas finalement la fin de ce conflit, on ne voit pas venir la paix, on ne voit venir aucun espoir, aucune lueur justement d'un retour ou d'une envie d'aller vers un dialogue. Alors, selon vous, Monsieur Dénessé, je sais que ma question peut-être peut paraître naïve, mais de qui pourrait venir justement cet effort ? C'est très difficile. Il faudrait peut-être que parmi les acteurs européens, un chef d'État ait suffisamment de courage pour se désolidariser de la politique américaine et dire ça suffit maintenant et essayer d'établir un dialogue. Malheureusement, je ne vois ni Mélanie, ni Scholz, ni Macron et sûrement pas le Premier ministre britannique prendre cette position et prendre ce risque. De l'autre côté, les Russes, pour l'instant, n'ont pas un intérêt immédiat à ce que le conflit s'arrête. Donc, je pense que nous sommes encore pendant plusieurs mois on va être encore plongé pendant plusieurs mois dans cet affrontement. Puis je rappelle quand même que cet affrontement est très positif pour un certain nombre d'acteurs. Oui. Pour la Russie, finalement, ça a permis de relancer leur économie. Donc, bien sûr, je mets de côté les atrocités, les morts et les destructions qui se produisent sur les victimes. C'est une guerre, on en est bien conscient, mais pour le reste, ça a donné un coup de pouce, un coup de fouet à l'économie russe. Et puis, les sabotages qui ont eu lieu sur Nord Stream 2 ont été une aubaine pour les producteurs de gaz de schiste américains, qui bien sûr, aujourd'hui, desservent l'Europe de manière importante, mais aussi pour les producteurs de gaz norvégiens qui en ont profité. Donc, il y a dans le conflit actuel des acteurs qui profitent de manière intéressante de la crise et donc qui, finalement, ne sont pas tellement gênés qu'elle se prolonge. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que personne ne souhaite qu'elle s'aggrave. Donc à quelque chose malheureux. Bon, comment envisager le monde de demain selon vous, Éric Dénessé, concocté par les puissants de ce monde? Parce que finalement l'histoire c'est aujourd'hui, elle se fait aujourd'hui, elle s'écrira demain, mais de quelle manière? Je pense qu'on va
très probablement vers un monde multipolaire, et ça c'est quelque chose d'intéressant, mais un monde multipolaire ne veut pas dire un monde équilibré ou stable, donc ça veut dire qu'il faudra revoir les institutions internationales qui gèrent les relations entre États, parce que l'ONU n'est pas le théâtre de ce monde multipolaire, elle reste quand même très largement sous l'influence de l'Occident. On le voit d'ailleurs quand les États-Unis interdisent aux diplomates russes de se rendre à New York. Il va y avoir beaucoup de choses à inventer, et puis il risque d'y avoir aussi des réactions parfois de désespoir ou d'excès, notamment de la part des pays occidentaux qui vont voir leur influence et leur importance se réduire. Donc il faut regarder cela. Il peut très bien s'ouvrir une ère différente de coopération internationale, mais il ne faut pas être naïf, le monde ne va pas nécessairement vers un avenir radieux et nous aurons toujours des crises qui seront très souvent les plus difficiles à prévoir. Alors, quelle place, justement, pour certains pays pauvres, quelle place pour l'Afrique dans ce changement, dans ce bouleversement aujourd'hui géopolitique, surtout qu'aujourd'hui, il y a réellement une véritable crise énergétique dans l'hémisphère nord. S'agit-il d'aller la chercher, justement, en Afrique ? Alors, évidemment, ça va être parmi les enjeux majeurs pour les pays européens, c'est le développement économique et la production, industrielle, même si nous en avons moins, nécessite de plus en plus d'énergie. Donc, c'est un des enjeux majeurs. Il y a d'autres éléments qui se produisent. C'est bien sûr, on voit la poursuite de l'immigration qui vient impacter directement tous les pays développés, qui vient provoquer chez eux des problèmes d'unité et de cohésion nationale. Il y a aussi une crise importante sur le plan des valeurs. On le voit dans nos sociétés européennes sur toutes ces questions liées à l'homosexualité qui posent des vrais débats qui entraînent des fractures. Et ça veut donc dire qu'il y a une fragilisation globale, économique, culturelle, sociale de nos pays occidentaux. Qui finalement, par certains aspects, nous place dans des logiques similaires, avec des dimensions très différentes, mais à certains pays du Sud, qui eux-mêmes n'ont pas toujours résolu leurs problèmes. Ça va être aussi un des enjeux. La montée en puissance de certains pays du Sud doit aussi intégrer la stabilisation des sociétés, une meilleure répartition des richesses, un meilleur fonctionnement des institutions, sans parler de démocratie partout, mais je pense au Pakistan, qui est un des pays les plus peuplés au monde, qui est dans une situation de crise assez tendue en ce moment. Oui. Voilà, on a des foyers comme ça qui pourraient être des foyers de stabilité d'une part, mais qui peuvent aussi se révéler comme des zones de crise majeures avec un impact sur les voisins. Est-ce que c'est un peu exagéré que de dire que le monde actuel est en train d'assister peut-être à nouveau Saïs Beko ? Oui, alors enfin, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, on n'arrivera pas à ça puisque je ne pense pas que aucune d'une manière plus soft peut-être occidentale ou chinoise redessinera la carte du monde de manière aussi drastique que c'est fait par les anciennes puissances coloniales. Mais on risque effectivement de voir. Je pense qu'il va. Comment dire ? C'est plus une évolution dans les relations entre États, à mon sens, qui va s'affirmer qu'une évolution des frontières au sens physique du terme. Alors, je voulais juste terminer, puisque le temps qui nous est imparti tire à sa fin, je voulais terminer, Monsieur Éric Dénessé, sur certains écrits de vos ouvrages, et vous parliez beaucoup d'écoterrorisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, parce que le monde d'aujourd'hui est en train de vivre justement ces phénomènes ? Oui, alors, il y a deux choses. D'abord, il y a un indéniable réchauffement climatique que l'on observe partout dans le monde. Bien sûr, en Occident, on s'en préoccupe beaucoup, mais nos amis africains et vous, en Algérie, vous le voyez aussi. Oui. Alors, je n'entrerai pas dans le débat est-ce que c'est un réchauffement climatique ou un dérèglement climatique, parce qu'on a tendance à se regarder le nombril. Et moi qui suis géographe de formation, nous savons pertinemment que 15 000 ans avant notre ère, le Sahara était couvert de forêts et que ce n'est pas l'homme qui les a fait disparaître. Donc, il y a un débat. Qui est responsable de quoi? Mais il y a surtout un autre phénomène qui est apparu dans nos pays développés et dans nos pays riches, qui est une forme de maladie de Nanty, c'est qu'on voit émerger de plus en plus de groupes activistes qui sont dans des logiques sectaires tout à fait extrémistes, quasiment millénaristes, qui ont peur de ce que va être l'avenir et qui se livrent à des actions terroristes pour défendre les animaux ou le climat. Alors, à la base, on peut considérer que ces idées sont légitimes, effectivement, vouloir défendre de faire en sorte qu'on fasse attention à la planète, à notre environnement, qu'on lutte contre la pollution, que l'on protège les animaux. Oui, brièvement, Monsieur Dénessé, oui, allez-y.
Il y a cette dérive terroriste dans ces pays occidentaux qui traduit aussi une certaine forme de crise de valeurs que nous traversons. Merci beaucoup, Monsieur Éric Dénessé. Je rappelle que vous êtes donc directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et que vous êtes également donc auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait ce plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro plutôt de l'Échiquier international. Au revoir.